Donc, l'apprentissage de l'humanité chez ces enfants-là, c'est quelque chose de... Bah, je sais pas, moi je pourrais pas... je me sens pas de parler de ça, mais, mais en tout cas, c'est se taire et observer, et à un moment donné, et ça il en parle très bien aussi à Ron Appelfeld, savoir ou se laisser prendre par des moments. Alors, Appelfeld n'emploie pas le terme de sensation océanique, mais c'est exactement ça dont il parle. De ce dont parle Romain Rolland, de la sensation océanique qui vous prend quand, à un moment donné, vous vous sentez en contact quasi surnaturel avec les éléments et donc avec une espèce de perception intuitive d'une transcendance que vous ressentez à travers un rayon de soleil qui brille sur une brindille et puis dans les branches, parce que vous êtes dans cet état de silence et d'observation. Euh, Et l'enfant qu'il a été, il nous le dit, c'est pour ça que je me permets de le dire, il a ressenti parfois ces bouffées de joie quasi divine dans ces moments, dans ce monde d'une noirceur extrême. Voilà. Et, et il avait ces capteurs-là. Dans les partisans, il y a l'histoire de Danzig, qui est un géant, qui est en fait libraire, qui était libraire dans le civil, et qui recueille un enfant mutique, qui s'appelle Milio, qui n'a pas encore 3 ans, et qui est mutique. Et à un moment donné, Danzig dit de cet enfant aux autres partisans, il dit, mais il a des capteurs, je le sens. Voilà. Alors les autres se moquent un peu de lui, mais cet enfant a en lui, dans son regard, une dimension. Il contient tous les enfants, il contient tout Appelfeld, il contient tout, tout cet espoir de résilience qui va qu'Appelfeld incarne aussi, qu'Appelfeld incarne, et il finira par dire papa à la fin. Mais cet enfant mutique dans les partisans, c'est évidemment... Appelfeld est partout. Il est dans cet enfant mutique, il est dans un autre enfant qui a 8 ans et demi, qui s'appelle Michael, qui est orphelin, qui a laissé ses parents à la gare, qui se demande s'il va les retrouver, parce que le thème aussi de tous les livres d'Appelfeld, c'est le retour à la maison. La maison... une maison qui comporte plusieurs sens. Bon, Appelfeld est là-dedans aussi, dans ce petit enfant. Chez Michael, il est chez Edmund, voilà. Il est partout, quoi. Et ce désir de retourner à la maison, c'est ça qui les fait tenir. C'est peut-être ça aussi, être un homme. C'est-à-dire, pour un enfant, ne pas oublier ses parents, avoir ce désir qui vous fait tenir, de retrouver sa mère, son père, cet élan-là, qui est un élan vital, voilà, qui, je pense, court à travers tous les livres d'Appelfeld, et il nous dit lui-même que c'est ce qui le maintient, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la nostalgie, il est toujours avec ses parents. Voilà. C'est pas un élan nostalgique vers un passé perdu, c'est un élan vital vers des gens qui sont, puisque la mort est une illusion, qui sont toujours là. Et c'est beau de partager ça à travers ces livres, en fait. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir les photos. Ouais. Et notamment, vous m'aviez envoyé qu'on appelle ça Nanana Board. Ouais, le diaporama. Oui, Ouais. oui, oui. Alors, moi j'ai pas écrit ici, mais c'est là où j'habite, hein, donc là il y a mes livres, et je vais vous montrer, mais ce sera
sur mon ordinateur. Donc on vous suit? Oui, vous me suivez. Oui, je vous avais parlé, mais alors je sais plus. Ah oui, voilà, en fait. Mais ça, c'est pas pour la radio. C'est pour juste. En fait, c'est mes fiches sur lesquelles j'avais écrit, qui m'ont servi au début pour essayer de commencer à y voir clair sur le livre, en fait. Comment adapter ce livre. Et donc, j'avais toutes ces fiches que j'avais étalées un peu de partout. Il y a quoi sur ces fiches? Et en fait, c'est essentiellement des scènes. Alors, il y a des fiches de plusieurs couleurs. Parce que comme toujours chez Appelfeld, il y a des visions, il y a des rêves, il y a des souvenirs. Alors, par exemple, là, les fiches jaunes, visiblement, voilà, c'est des rêves. Alors, ils ne seront pas tous dans le film, mais voilà. Ensuite, c'est des scènes qui sont toutes un peu découpées. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que très souvent, Appelfeld, il écrit plusieurs fois la même scène. Voilà, parce que ça vient comme ça. Et donc, dans Les Partisans, on retrouve des scènes qu'on trouve ailleurs dans d'autres de ses livres, par exemple. Notamment une image qui l'a marqué, qui est celle d'un enfant qui court, d'un enfant qui est poursuivi par un officier allemand et des gendarmes ukrainiens dans un champ de maïs. Bon, c'est une scène qu'on trouve dans Les Partisans, mais dans Histoire d'une vie aussi. Ou alors des hommes dans la forêt confrontés à des loups et qui envoient des grenades. Alors c'est une scène qu'on voit dans Les Partisans, mais qu'on voit aussi dans Et la fureur ne s'est pas encore tue. Et alors, y compris dans Les Partisans même, il y a de temps en temps des scènes, des bouts de scène qui reviennent à l'identique. Alors moi j'avais fait toutes ces fiches là et je les avais étalées autour de moi et voilà. Et puis ça, c'est mes livres qui m'ont aidé à écrire, mais bon voilà, il y en a plein. Ce qui est bien quand on adapte un auteur comme ça, c'est qu'on plonge dans un monde. Alors du coup, on a aussi bien, par exemple, ce livre qui s'appelle en langue, en roumain, Cartea Neagra, ce qui veut dire le livre noir de tout ce qui s'est passé, de la Shoah en Roumanie. Et c'est un livre qui avait été écrit, qui a la particularité d'avoir été écrit sur le moment, c'est-à-dire que l'auteur du livre a comment dire, oui, voilà, il a recueilli des témoignages au moment où ça se passait. Et le livre a mis ensuite des années à se publier en Roumanie. Mais voilà, Matatias Karp, c'est celui-là, parce que ça c'était le livre noir de notre livre noir, mais c'est ça, voilà. Le livre noir, La destruction des Juifs de la Roumanie, 1940-1944, et avec des témoignages terribles sur les camps, sur la Shoah en Roumanie, qui est pas la plus connue de toutes, en fait, qui a une histoire très particulière, puisqu'il y a eu les marches de la mort qu'on connaît pour être celle de la libération des camps, mais les marches de la mort, pour les Roumains, c'est finalement le début de la Shoah, après les meurtres sur place, notamment en Bucovine du Nord. Mais ensuite, c'est ces marches de la mort qui ont amené les Juifs de Bucovine et de Bessarabie jusqu'à ce territoire qui s'appelle la Transnistrie, qui a été cédé par Hitler au gouvernement roumain et qui est où sont morts les Juifs, quoi, où il y avait les camps, les Juifs roumains, les camps de Transnistrie au-delà entre le Dniepr et le Bug. Voilà. Ces camps-là, ils étaient très semblables aux camps que nous on connaît en Pas Pologne. du tout. Non, ça n'a rien à voir. C'était des porcheries, c'était des bouts de village, c'était des camps dans la forêt. Il y avait toutes sortes de camps. Il y avait des camps qui étaient des camps de travail. Il y avait des camps qui étaient des camps d'extermination, mais qui n'étaient pas des camps qui ont été construits comme on connaît les camps de Pologne. Non, c'était notamment... Enfin, il y en avait de partout dans tout ce territoire-là, dans toute la Transnistrie.
C'était des camps improvisés, c'était des camps, voilà, je vous dis, des porcheries, des bâtiments abandonnés dans lesquels on entassait, on jetait. Les autorités de l'époque parlaient d'un dépotoir. Voilà. La Shoah en Roumanie a été, ça a été quelque chose de terrible parce que, enfin moi ce qui m'avait marqué, mais j'ose à peine le dire parce que rien que de le dire, ça me terrifie, c'est que les Einsatzgruppen, quand eux sont arrivés en Bucovine notamment, constatant ce que faisaient les soldats et gendarmes roumains, se sont ont été même choqués par l'ampleur des horreurs qu'ils constataient. Alors, choqués à l'allemande, c'est-à-dire, ils n'étaient pas choqués parce que des juifs étaient exterminés, ils étaient choqués par la manière, en disant c'est pas possible de faire ça comme ça, il y a des cadavres de partout, il faut... Mais bon voilà, c'est des choses qu'on... Il y a des historiens roumains maintenant, il y a un vrai travail chez les historiens roumains depuis longtemps, hein, qui travaillent là-dessus, mais nous, ici en France, on n'a pas encore été... Il y a eu un gros travail qui a été fait par le Mémorial de la Shoah, qui a édité un livre sur la Shoah en Roumanie, et tout ça. Mais je veux dire que, donc, les historiens connaissent ça très bien, les gens qui s'intéressent à ça connaissent ça bien, mais je dirais, dans l'esprit du grand public, non, c'est très connu, quoi. Donc, je vais vous montrer les photos. Alors, vous pouvez prendre une chaise. Ah, ouais. Mais toi, ah oui, quand même. Parce qu'il y en a un des deux. Alors, donc vous vouliez voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre comme photo? Je voudrais bien commencer par le diaporama. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'était mes leçons de roumain. Pardon. Hop, je ferme. Ouais, je vais vous montrer ça. Ça, c'est quand vous apprenez le roumain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, parce que... alors, en image, peut-être je vais vous remontrer le diaporama, ce sera plus simple, parce que des images, il y en a énormément. Il y a... Bon, je vais vous montrer le... Vous voulez qu'on revoie le diaporama et on s'arrête, ou comment vous voulez faire? Parce que sinon, j'ai des photos, j'en ai des milliers, en fait, qui m'ont aidé, qui sont classées soit par... donc des images d'archives. Alors là, bon, on a tous les ghettos, on a le massacre de Iași, qui est en Roumanie, qui est un pogrom, dans lequel, en juillet 41, les Juifs de Iași, qui était une grande ville de Roumanie, ont été mis dans les trains et voilà. Et c'était en juillet 41. Voilà. Et ça, c'était sans l'aide, ou quasiment sans l'aide des Allemands. Mais moi, je me suis pas... après toutes ces photos-là, voilà, ce qui m'intéressait, c'était les photos des partisans. Et alors, qu'est-ce que je... attendez, on va les classer par partisans juifs. Voilà. Tiens. Ça, c'est Abba Kovner. Et... tac. Ça, c'est les partisans. Ghetto de Kovno. Les frères Bielski, alors... Moi, j'en ai pas parlé avec Aaron Appelfeld, mais forcément il a dû penser aussi, en écrivant Les Partisans, au Bielski et à Bakovner et à tous ces partisans qui étaient soit en Biélorussie, soit en Lituanie, soit dans les ghettos, qui aidaient les gens à sortir et ensuite à s'organiser dans les forêts, tout ça. Mais